Bienvenue dans un épisode de From the Block. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le CEO d'une société Web3 cotée sur Euronext, Charles Kremer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons aujourd'hui revenir sur ton parcours, ta rencontre avec la blockchain et surtout le Bitcoin, et nous parlerons du lancement de XDev devenu AnyBlock, de ta décision d'entrer en bourse et ton activité brûlante avec le lancement de ton offre Wallet as a Service pour les entreprises qui souhaitent accélérer avec le Web3. Charles, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs? Oui, salut Alexis, merci d'abord pour l'invitation. Charles Crémière, moi je suis cofondateur et CEO de AnyBlock, anciennement The Blockchain Dev. Donc on est un acteur technologique qui s'investit dans le domaine du Web3, mais j'imagine qu'on va en parler un petit peu de tout ça. Merci en tout cas de prendre le temps avec nous aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs aujourd'hui, surtout des acteurs français qui sont cotés en bourse. Donc ça donne quand même une petite particularité dont on parlera tout à l'heure dans le podcast. Charles, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tes débuts, peut-être déjà tes études, et puis qu'est-ce qui t'a amené à découvrir ce sujet de la blockchain? Ouais, tout à fait. Donc moi je suis ingénieur de formation. Donc j'ai commencé dans l'industrie automobile. J'ai fait près de 10 ans chez Stellantis, ex-PSA et puis Thales. Voilà, donc pas du tout sur des sujets du digital, c'était plutôt vraiment l'industrie, le logiciel embarqué. Et puis après, j'ai eu une opportunité de rejoindre un institut de recherche sur le plateau de Saclay, qu'on appelle l'IRT Systemix, sur précisément les technologies du digital, où là, j'ai pris la direction d'un programme de recherche autour de tout ce qu'on appelait territoire intelligent, smart city, donc avec l'objectif de monter des projets de recherche avec des acteurs académiques, des industriels comme EDF, comme Stellantis d'ailleurs, ou d'autres autour de ces sujets-là de ville intelligente avec toutes les technologies du digital. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, on va dire dans l'univers du digital, sur des sujets On est en quelle pas année très là recherche. On est en 2000, on est en 2013, en D'accord. 2013. 2015, pardon, 2015, comme ça fait un petit moment, excuse-moi. Donc 2015, voilà. Et puis après, au bout d'un an, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, au hasard d'un événement, c'est un peu aussi partie de mon rôle de découvrir toutes les technologies un peu émergentes. Et ben, j'ai découvert la technologie blockchain. Et puis voilà, ça m'a évidemment beaucoup intéressé, beaucoup plu, et j'ai tout de suite pris sous un angle comment la technologie blockchain pouvait apporter des bénéfices pour des cas d'usage industriels en fait. Hein. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, et ça m'a vraiment jamais quitté, finalement. Et donc j'ai monté au sein de l'IRT Systemix un gros programme de R&D autour de la blockchain, parce que c'était au moment où finalement tout le monde se posait la question, un peu comme actuellement tout le monde se pose la question de l'IA générative, dans quelle mesure ça peut impacter mon business. À l'époque, c'était exactement ce qu'on est en train de vivre sur l'IA, sur la blockchain. Donc tout le monde était intéressé de savoir ce que c'était et à quoi ça pouvait servir. Donc c'était précisément le bon moment pour lancer des projets de recherche avec des acteurs industriels qui se posaient ces questions-là. Et donc là, j'ai lancé un gros projet de recherche avec des acteurs comme Atos, comme Stellantis, comme EDF, comme la Caisse des dépôts, et précisément avec l'objectif de comprendre les fondements de cette technologie-là et les bénéfices de cette technologie-là pour leur propre secteur. Donc Donc là, on on devait être a au voilà, tout début des smart contracts en fait. on est au tout début, voilà, au tout début d'Ethereum, voilà, avec à l'époque quand même pas mal, il y avait une très faible maturité technologique, pas mal de sujets de recherche pour essayer de trouver des solutions à ce qu'on appelait ces verrous technologiques, et puis commencer à comprendre finalement voilà, les bénéfices au niveau du use case. Donc on a fait des projets super intéressants, où comme on a par exemple utilisé la blockchain pour traiter la problématique de la fraude au kilométrage pour Stellantis. On a utilisé la blockchain pour développer des places de marché d'énergie pour EDF entre des maisons intelligentes, des maisons qui produisaient de l'énergie et qui pouvaient s'échanger l'énergie. Donc intellectuellement, c'était hyper intéressant en fait, à tout point de vue. Donc voilà, on a développé vraiment. Moi, j'ai développé une équipe de près de 20 personnes, de chercheurs jusqu'à 20 personnes, avec pas mal d'acteurs industriels qui nous ont rejoints, des acteurs comme La Poste, voilà, ou aussi des plus petits acteurs, des startups. Voilà, mais j'ai fait ça pendant dire deux ans et demi, 3 ans, et puis c'est sur la base de ça que j'ai eu envie, voilà, j'ai envie d'entreprendre, et que ça m'a donné j'ai eu l'opportunité de créer ce qui est aujourd'hui Liblock. Enfin, on a cheminé pour devenir Liblock, mais en tout cas à l'époque, je me suis lancé pour créer The Blockchain is Dev. Alors, Voilà, est-ce que ça tu peux c'était nous raconter un fin peu 2018.
Ouais, est-ce que Comment? tu peux nous raconter un peu le lancement de Blockchain XDev? J'ai pu d'ailleurs rencontrer tes équipes dans mon ancienne vie chez Odo BHF, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la transition qui fait qu'à un moment donné, tu as quand même t'es au cœur du réacteur, tu bosses avec des acteurs industriels de premier plan, t'es au cœur du centre de la recherche en France, t'as une équipe de 20 personnes sur un sujet qui est radicalement nouveau. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, tiens, en fait, à un moment donné, il faut que je quitte ça, qui est une sorte de cocon intellectuellement très satisfaisant, comme tu le dis, pour aller monter des projets et finalement peut-être simplifier le champ de tes recherches, mais lancer des produits et des services. Ouais, en fait, j'ai toujours eu au fond de moi cette volonté d'entreprendre. Donc, quand j'ai rejoint l'IRT Systemix, je savais que c'était pour moi une belle opportunité pour découvrir pas mal de choses dans le domaine du digital. Et puis, j'avais la conviction que ça allait m'amener à un moment donné, voilà, sur un chemin plus entrepreneurial. Donc, et puis quand on a développé vraiment des vrais assets, des très beaux assets à l'IRT Systemix, tant d'un point de vue des compétences que de l'expérience qu'on a pu acquérir avec des industriels, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement précieux et donc j'avais vraiment cette volonté de valoriser ça en fait. Hein. Et d'ailleurs, j'ai aussi, et je le salue encore aujourd'hui, j'ai aussi toujours été soutenu par l'IRT Systemix dans cet objectif de valoriser vraiment tout ce qu'on avait fait aussi d'un point de vue technologique. Et donc ça m'a vraiment donné envie parce que je savais vraiment qu'on avait quelque chose à faire parce qu'on avait quelque chose d'était unique à l'époque. On était quand même en 2018, 2018, il y avait très peu de personnes qui maîtrisaient techniquement, technologiquement vraiment le développement sur la technologie blockchain. Et puis qu'il y avait autant de recul en termes de use case. Donc il y avait quelques acteurs de conseil, il y avait quelques petites startups, mais vraiment des acteurs comme nous avec la taille qu'on avait de 20 personnes qu'à l'époque c'était quand même énorme. Hein. Donc voilà, c'était assez précieux. C'était évident qu'il fallait pas laisser passer cette occasion finalement de capitaliser là-dessus. Donc ça, mais c'est ça qui m'a donné envie. Et du coup, j'ai cheminé pour trouver une opportunité de lancer avec l'IRT Systemic cette aventure entrepreneuriale. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de lancer The Blockchain is Dev en rencontrant les personnes qui ont au même moment lancé la société The Blockchain Group. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, en fait, The Blockchain Easy faisait partie de The Blockchain Group, c'est ça? Blockchain is Dev, c'est finalement faut le voir que ça a été créé au sein de Blockchain Group. Voilà, pas finalement comme n'importe quelle aventure entrepreneuriale, hein, c'est l'objet, c'est des rencontres. Donc moi j'ai rencontré les personnes qui ont créé Blockchain Group. Alors, tu peux nous faire un petit topo sur qu'est-ce que c'est que Blockchain Group? The Blockchain Group, pardon, excuse-moi. C'est une société qui est cotée, qui s'est lancée à peu près au même moment que The Blockchain is Dev, qui avait cette vocation de créer voilà une société on va dire de taille significative autour de tout ce qui est blockchain et toute technologie du digital autour de la technologie blockchain, comme le développement logiciel, la data, etc. Et puis donc moi je les ai rencontrés à peu près au moment où je voulais moi me lancer, et puis voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, voilà, de m'associer avec eux pour lancer voilà, pour pas euh, pas forcément pas partir tout seul, et puis voilà, m'appuyer sur des personnes qui avaient cette expérience, ce recul d'entreprendre. Voilà, donc on a fait ça finalement à trois. Moi qui a créé au sein de The Blockchain Group la société spécifique autour de la technologie blockchain, The Blockchain is Dev, et puis avec l'IRT Systemix qui aujourd'hui est un actionnaire de The Blockchain is Dev et aujourd'hui bien sûr de Anyblock. D'accord, donc ça c'est super intéressant. Ça veut dire que tu as pu prendre des assets que tu avais développés dans l'IRT Systemix, peut-être même des personnes, pour Tout aller à fait, monter en fait cette branche commerciale tout à de fait. l'IRT Systemix. Tout D'accord. à fait. Donc c'est ça. Donc c'était ça. Il y avait finalement un gros bénéfice. C'était finalement. Et puis c'est aussi finalement un des objectifs d'un institut comme l'IRT Systemix, c'est de valoriser la recherche. Et une façon de valoriser la recherche, c'est de créer ce qu'on appelle des CME et de créer des sociétés. Donc ils étaient évidemment très positifs. Après il y avait évidemment cet enjeu de valoriser tout en leur donnant, tout en leur laissant la capacité finalement de développer des projets de recherche. Il fallait pas que je phagocyte évidemment l'équipe. Donc là-dessus, ça s'est fait vraiment en très bonne intelligence et je les remercie, je les salue encore pour ça. Et voilà, j'ai effectivement eu la possibilité de prendre avec moi un certain nombre de personnes clés qui sont encore aujourd'hui avec moi. Euh,
Voilà, pour lancer ça, parce que évidemment, tout le monde le sait, donc dans la tech, c'est évidemment la technologie est importante, mais ce qui est important, c'est l'humain, hein, c'est les personnes techniques clés, voilà, avec qui on a fait des choses intéressantes, avec qui j'ai fait des choses intéressantes à l'IRT Systemics, c'est avec ces personnes-là que que je devais lancer ma boîte pour que ça marche, hein, finalement. Parce que Bien voilà. sûr, et alors du coup, t'es dans la continuation sur tous les use cases, les clients, finalement, donc t'es dans la continuation de ce que vous avez fait en termes de travail de recherche CRT6MX, mais là pour finalement lancer des applications concrètes de ça et commerciales. Tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait, parce qu'on était plus, à un moment donné, on était beaucoup moins, on a quand même fait ça à l'IRT Systemics pendant plusieurs années. À la fin, on était moins dans la recherche, plus dans, finalement, le développement de proof of concept, le développement de MVP. C'est moins, c'est moins le périmètre de l'IRT Systemics. C'était effectivement plus naturel de d'essaimer une société dédiée à ça. Donc ça, c'était aussi quelque part, il y avait aussi une certaine logique. Et donc, ce qui m'a permis aussi de capitaliser sur tout ce qui a été fait avec les partenaires de Systemics, qui sont pour certains, pour un certain nombre quand même devenus mes clients, avec qui on a fait des projets extrêmement sympas. Voilà, donc Stellantis notamment ou EDF pour ne citer que, sont devenus ensuite des clients de The Blockchain is Dead, avec qui on a continué des choses qui étaient au tout début de la R&D, mais après que c'était plus de développement de MVP, etc. Voilà. Et Et donc c'est est-ce que comme ça tu peux qu'on nous s'est donner un lancé. petit peu plus de détails sur les premiers use cases ou les sujets que vous avez mis vraiment en prod? Alors les sujets, alors, on est allé jusqu'à des sur les premiers sujets qu'on a fait, on est allé sur des stades de maturité de MVP. Donc précisément, le sujet dont je t'ai parlé, sur la fraude au kilométrage. En fait, on a commencé avec Stellantis sur étudier l'intérêt de la blockchain pour la fraude au kilométrage. Et puis en fait, on a cheminé progressivement d'abord sur des logiques de recherche et ensuite dans une logique plus de développement de projet. Et au sein de Blockchain is Dev, on a été jusqu'à créer un consortium avec Stellantis, donc Mobivia qui est la holding de Noroto, Midas, voilà, et puis un certain nombre d'assureurs, voilà, Crédit Agricole Assurance, Société Générale, Assurance, Matmut, voilà, un certain nombre. Et vraiment dans l'objectif de créer une solution de place, parce qu'à l'époque c'était, faut toujours se projeter à l'époque, hein, à l'époque 2010, 2019, 2020, il y avait beaucoup d'initiatives autour des solutions de place basées sur la technologie blockchain. Donc on était vraiment dans cette initiative-là, dans cette mouvance, créer une solution de place autour du passeport du digital du véhicule. Alors c'est marrant de parler de ça maintenant parce que c'est quelque chose qui revient un peu à la mode. Eh Hein. oui. On entend beaucoup maintenant parler du digital passport product. Nous-mêmes, on a fait récemment voilà, une démo sur la base de notre dernière technologie autour du digital passport product qu'on a présenté lundi dernier à la Nuit Connectée. On va peut-être y en parler tout à l'heure. Voilà, c'est Ouais. marrant comme quoi les choses résonnent maintenant différemment. Mais c'est les premiers use cases qu'on a fait, qui ont été jusqu'à développer la mise en place d'un MVP. Après, pour des raisons plus business, non techniques, c'est des choses qui ont plus de mal ensuite on va dire, à franchir une étape plus industrielle, hein, pour les raisons qu'on peut comprendre, d'inertie, inertie importante d'un consortium. Et à un moment donné, il y avait des décisions stratégiques à prendre et c'était pas plus forcément la priorité de tous, etc. Bref, bon, je passe les détails. J'imagine qu'il y avait Voilà, aussi ça des c'est. sujets blockchain privé versus blockchain public. Ouais, là, et il se trouve que nous, on a fait le choix tout de suite. Et d'ailleurs, en 2020, c'est pas 2019, même en 2019, la plupart des initiatives de place dont on parle, en fait, elles sont toutes faites sur des blockchains privées, hein, Hyperledger ou ou des versions privées de Ethereum. Et nous, on a fait le choix du blockchain public dès le début. En fait, dès le début, parce qu'on avait tout de suite, on n'est pas plus intelligent que les autres, mais en fait, on avait tout de suite ce sentiment qu'à un moment donné, sur le moyen long terme, c'était beaucoup plus pertinent. Ça posait plus des difficultés, encore plus à l'époque, la blockchain publique, parce que c'était beaucoup moins mûr que ce qu'elle l'est aujourd'hui, et à plus forte raison versus des blockchains privées. Mais j'avais cette conviction que c'était le bon choix pour l'avenir, parce qu'en fait, ça a davantage sur ce sujet du passeport du véhicule, finalement, les bénéfices d'une blockchain privée, c'est très limité. C'est pas la même chose que de mettre en place une blockchain privée entre un consortium de banques où tout de suite il y a des gains à la clé parce que c'est du core business en fait. Hein. Alors que le passeport digital du véhicule, c'est pas vraiment du core business pour un véhicule, pour l'industrie automobile. Le core business, c'est le véhicule autonome. Voilà, donc là, il y avait ce sujet de ROI qui était difficile à trouver avec une blockchain privée. C'est pour ça que tout de suite, en se posant la question des bénéfices que pouvait apporter en plus une blockchain publique, voilà, on arrivait à avoir des perspectives, tu vois, en d'usage bien supérieures.
Charles, est-ce que tu peux juste peut-être pour nos éditeurs, parce que je pense à eux, je dis, est-ce qu'ils ont tous compris la différence entre une blockchain privée et une blockchain publique? Est-ce que tu pourrais très rapidement nous expliquer la différence? Donc là, oui, bien sûr. Donc la blockchain publique, c'est celle que tout le monde connaît, donc Bitcoin, Ethereum, etc. Donc tout est public et la gouvernance elle est ouverte à tous. Tout le monde peut faire partie de la gouvernance de la blockchain. Hein. C'est ce qu'on appelle les mineurs dans le cas du Bitcoin par exemple. La blockchain privée, c'est l'inverse. La gouvernance, elle est gérée par les membres d'un consortium qui ont finalement tous le droit de peuvent se donner finalement tous les droits finalement donc de tout ce qui de régir de la manière dont ils souhaitent tout ce qui se passe dans la blockchain, y compris la confidentialité notamment des échanges, etc. Voilà, donc c'est un peu, si je fais un parallèle caricatural, c'est un peu intranet versus internet en fait. Hein, c'est ça. Donc ça, c'est rassurant parce que c'est blockchain privé, c'est rassurant pour un contexte industriel parce que ça, on reste dans un paradigme qu'ils connaissent, c'est qu'ils maîtrisent, ils prennent les décisions entre eux, voilà, et ils maîtrisent ça. Voilà. Il y a évidemment dans le cadre d'un blockchain public, les décisions ne sont pas prises par les industriels qui pourraient lancer cette initiative, enfin toutes les décisions, et il y a un sentiment de se voir un peu échapper, voilà, c'est de la main mise sur, ce qui est une réalité, hein, la main mise sur le projet. C'est pour ça que c'est très difficile en tout cas encore plus à l'époque, de convaincre des industriels de se lancer sur une logique de blockchain public, parce que c'est un changement de paradigme. En fait. Il faut le voir, faire évoluer un peu la façon dont ils voient leur business. Ouais, mais c'est assez logique finalement de se dire que ça a pris du temps. On voit aujourd'hui, finalement ce débat-là a quasiment totalement disparu. Mais c'est vrai qu'il était extrêmement prégnant parce que je pense que les industriels ont un réflexe de maîtriser en fait leur outil technologique. Et donc le concept d'avoir une infrastructure partagée avec tout le monde n'est pas la chose la plus évidente à comprendre. Ouais, absolument. Et toi, tu as réussi à faire ça à l'époque, bravo. Ouais, mais parce que je pense qu'on était aussi dans un contexte issu de la recherche, donc on pouvait. En fait, je pense que la façon dont le projet il est né et il a été géré nous permettait d'avoir plus de latitude parce qu'on n'était pas. C'est pas quelque chose qui était porté d'un point de vue tout de suite directement industriel. On veut faire ça pour gagner de l'argent, pour réduire des coûts, etc. On était tout de suite plus dans une logique d'innovation et ensuite on a progressivement fait monter ça dans un contexte plus industriel. Et donc c'est le fait de le prendre comme ça nous permettait de faire des choix avec beaucoup plus d'ouverture d'esprit, si je peux le dire comme ça. Donc Bien sûr. Puis tu as plus d'interopérabilité quand même derrière. Oui, après, avec le recul, c'est évidemment évident. Et maintenant, quand on parle de l'actualité sur le Digital Passport Product, je pense que c'est exclusivement sur des blockchains publics. Hein. Maintenant, c'est une évidence. Hein. Donc, ouais, c'est ça qui est fou. Et donc au début, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'au début, tu travailles sur des use cases. Tu es vraiment un prestataire technologique où tu travailles sur des use cases très spécifiques pour le compte de tes clients. Tout à fait. C'est ça qu'on a assez fait. Rapidement, et assez rapidement, en fait, tu te rends compte que il y a des problématiques qui sont communes à tout le monde et donc peut-être des produits ou des services un petit peu off the shelf à construire, ou comment se passe un peu l'évolution de la vision, de la stratégie de ta boîte? En fait, ouais, tout à fait. Donc, on a commencé par les 2-3 premières années à faire beaucoup de services, mais sur comme on a pu partager sur des use cases, voilà, assez innovants, extrêmement innovants. Donc, en fait, d'une part, ça nous a permis de développer évidemment pas mal de compétences d'un point de vue compréhension de ce que ça peut apporter des côtés business, d'un point de vue technique, technologique, et on s'est aussi aperçu que il y avait des trous d'un point de vue technologique. On avait besoin de développer des technologies pour développer des projets. Et puis finalement, cette technologie qu'on pouvait développer pouvait servir à d'autres. Donc c'est comme ça que finalement on a cheminé vers le développement de notre propre technologie et qu'on a progressivement migré vers être un acteur technologique plutôt qu'un acteur de développement de services, quoi. Voilà. Bien sûr. Alors quels sont les premiers services ou produits que tu as pu sortir? Donc le premier produit qu'on a vraiment sorti, finalement ça date de 2020. On a sorti une plateforme de tokenisation d'actifs financiers. Donc on a eu aussi l'occasion assez tôt, parce que c'est quelque chose qui résonne encore beaucoup aujourd'hui avec le terme Real World Asset. Et, finalement, c'est ni plus ni moins que la tokenisation d'actifs financiers qui existait déjà. Qui sonne bien. Voilà, c'est de nouveaux termes mais ce qui montre aussi qu'il y a une adoption différente, plus large.
Un peu comme les NFT, la mode des NFT en 2022, alors que c'est des choses qui existaient déjà depuis depuis le début et on l'utilisait, hein, donc nous-mêmes on l'utilisait. Le digital passeport déjà de véhicule qu'on faisait, c'était un NFT, hein, donc Bien sûr. et donc on a développé une plateforme de tokenisation d'actifs financiers, voilà. Donc ça c'est le premier produit qu'on a développé. On faisait Donc partie c'était des vraiment sur vraiment. les actifs financiers, c'est-à-dire que c'était pas, enfin ta target de clients, c'était pas forcément des projets 100% blockchain qui se lancent pour faire des ICO de utility token, c'était vraiment pour un usage Tout à fait. du secteur financier pour aller tokeniser les actifs du monde réel. Tout à fait, parce que nous on a eu ça se comprend par rapport au parcours que moi j'ai eu et puis les personnes de mon équipe. On a quasi on a toujours été beaucoup plus orienté entreprise, tout secteur confondu, et on a beaucoup moins développé notre activité sur tout ce qui est secteur de la crypto en fait, hein. Donc c'est pas forcément par choix, c'est plus parce qu'on était certainement forcément, on a rentré sur ce sujet-là, ça a bien marché, on s'est concentré sur ce sujet-là et on avait développé des compétences, on a capitalisé, donc on a de fait moins travaillé sur tout ce qui est plutôt secteur de la crypto et donc tout ce qui est ICO. Donc ça, on l'a beaucoup moins fait. Enfin, non, je dis pas on n'en a pas fait, on en a fait, mais on l'a beaucoup moins fait que d'autres. Et donc on a surtout vraiment quasiment essentiellement travaillé sur les sujets purs entreprises industrielles et donc s'agissant de tokenisation, on était plutôt sur des sujets de security token. Voilà. Ouais, le Donc ça security c'est token. Et voilà. du coup, parce que quand même, le sujet du security token, il est encore un petit peu bridé par l'état de l'art de la réglementation, parce qu'il y a certains types de securities, hein, donc les securities, c'est les actions et les obligations, qu'on peut ou qu'on ne peut pas tokeniser. Donc peut-être que tu peux dire un mot là-dessus, et puis après, derrière, parler peut-être des premiers projets, si tu peux, bien évidemment, mais des premiers projets de tokenisation d'actifs réels que tu as pu mener. Oui, donc on peut pas. Alors, effectivement, on peut pas tokeniser tous les véhicules d'investissement, tokeniser les actions, les obligations, les sociétés, ça dépend des types de sociétés. Je pense par exemple l'immobilier, on peut pas. Faut qu'un immeuble soit dans le cadre d'une certaine forme de société pour qu'elle puisse être tokenisée. Donc voilà, des choses qui sont possibles, qui sont pas possibles. Après, on va dire le principal obstacle aujourd'hui au développement massif de ce genre de choses, c'est les contraintes qu'on a sur du marché secondaire. Donc, on n'a pas de possibilité. Donc, parce que les bénéfices de base de la tokenisation, enfin, un des bénéfices, c'est la création de la liquidité. D'accord? La liquidité dans un marché secondaire. Donc ça, techniquement, il n'y a pas de sujet. C'est le principe de base de la technique de la blockchain. Un des principes de base de la Un blockchain. marché secondaire, c'est la bourse, hein. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Exactement. primaire, c'est l'émission du titre, et le secondaire, c'est une fois qu'il est émis, on peut se l'échanger. Voilà. Acheter, Voilà, vendre, donc etc. tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qui fait que les cryptos ont bien marché, voilà, c'est qu'on puisse échanger sur des exchanges, voilà, des cryptos avec un marché secondaire, avec bon, pas vraiment de réglementation pendant un certain nombre d'années. Les security tokens, on doit appliquer la réglementation financière d'une part, et puis c'est même encore pire pour le marché secondaire, on est même encore plus contraint que la réglementation financière. Aujourd'hui, on est limité à ce qu'on appelle les bulletin boards, donc une sorte de Le Bon Coin où on met en relation des personnes qui veulent acheter ou qui veulent vendre. Donc Ouais, c'est un voilà, c'est tableau assez limité. d'affichage. Voilà. Exactement, En exactement. français. Donc c'est assez limité. Maintenant, c'est pourquoi ça revient sur le devant de la scène aujourd'hui, parce que le bénéfice qu'on a aujourd'hui, c'est la digitalisation du parcours de souscription et fragmenter la ticket d'investissement. Ce qui a vachement plus de sens aujourd'hui dans un contexte inflationniste très fort, où avant on pouvait acheter des appartements pour pas grand-chose, si je puis dire, avec des taux d'intérêt très bas. Maintenant, c'est très compliqué, et donc du coup, tous ces acteurs-là qui peuvent plus acheter, tous ces investisseurs-là qui peuvent plus acheter des petits studios, ils vont peut-être être capables d'acheter des parts de studios tokenisés à Paris pour être dans les caricatures. Et donc c'est ça qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles la real world assets aujourd'hui sont revenus devant la scène. Le contexte s'y prête Ouais, et beaucoup puis parce qu'en fait, tu peux en avoir fait, ça aussi n'a rien. accès, tu peux aussi avoir accès à des classes d'actifs où t'as pas forcément accès. C'est-à-dire, typiquement, tu parles de l'immobilier, mais si quelqu'un a une conviction forte sur l'immobilier de luxe, mais il n'a pas 15 millions pour acheter un penthouse, il peut peut-être acheter, Tout à fait. en fonction de ses moyens, une Ouais, part tout de à ce fait. penthouse. Tout à Voilà. fait. Mais ça, ce que je veux dire, c'est que ça, quand nous, on s'est lancé avec notre plateforme d'organisation, il y a 2 ans, c'était valable. En fait, techniquement, il n'y a rien qu'à changer. Ouais. Et d'un point de vue réglementation, non plus. Ce qui a changé, c'est le contexte, en fait, international qui fait que les real world assets sont plus intéressants, aujourd'hui parce que l'immobilier,
par ailleurs, il est un secteur un peu compliqué, un peu sinistré actuellement. Et donc, il y a une opportunité, du coup, autour de la Non, tokenisation. c'est super, super intéressant. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure là-dessus. Et donc, Blockchain XDev devient AnyBlock. Donc en fait déjà, si on peut revenir assez rapidement sur l'introduction en bourse, en fait, l'introduction en bourse, elle s'est faite ou finalement tu t'es lancé dans un véhicule qui était lui-même introduit en bourse. En fait, alors, de manière générale, quand on a fait le pivot d'une boîte de services à une boîte technologique, forcément, on avait besoin d'argent. Ainsi, d'une boîte technologique, il a besoin d'argent pour se financer, pour financer le développement de sa technologie. Voilà, je pense que ça, c'est des choses que tout le monde sait. Donc nous, il fallait évidemment qu'on donne les moyens, la capacité à Uniblock de se financer voilà, autrement qu'avec des contrats clients ou autrement qu'avec l'aide du groupe qui nous a aidés, qui nous a aussi beaucoup aidé au début. Et donc, voilà, donc on s'est posé cette question-là. Après, comme on était une boîte qui s'est développée au sein d'un groupe lui-même coté, ce Blockchain Group, bah, c'était plus simple, plus naturel de nous-mêmes ce côté, parce que c'est pour se lancer en private equity, c'était peut-être un petit peu plus compliqué, parce qu'on était une boîte au sein d'un groupe coté, détenu par un groupe coté. Et puis après, il se trouve aussi que les personnes, les dirigeants actionnaires de Blockchain Group aussi étaient très familiers de la cotation, voilà, des rouages, de la cotation en bourse et de la capacité du coup à se financer à travers la cotation d'une société. Donc c'est ça qui expliquait vraiment cette voilà, cette volonté de se coter pour pouvoir se financer, et plutôt qu'aller dans le private equity. Et puis, il faut remettre les choses aussi dans leur contexte. Et quand il y a eu cette décision qui a été prise de ce côté, on était en plein effervescence autour de la blockchain, du Web3, etc. Voilà, il y a eu d'autres sociétés qui sont cotées, que ça leur a plutôt réussi, en fait, hein. Donc, parce que le marché était très friand, comme aujourd'hui le marché peut être friand peut-être de l'IA générative, alors le marché était très friand sur le Oui, côté c'était comme chez le private la equity grande mode de l'époque, du hein. Web3. Voilà, donc On était en donc plein bull c'était quelque chose run. qui absolument. On avait Donc des volumes complètement fous. On avait Coinbase qui avait quand même fait une introduction en bourse aux États-Unis qui exactement. était réussie. Donc il y avait quand même beaucoup de choses qui allaient dans ce sens-là, bien sûr. Voilà, exactement. Donc c'était une choix qui était naturelle par rapport à l'histoire du groupe et de Blockchain XDev dans le groupe, et que c'était une voie qui nous paraissait tout à fait créatrice de valeur et d'opportunités de se financer, compte tenu à l'époque de l'appétence et de l'effervescence qu'il y avait sur les boîtes de la tech et du Web3 en général, hein, côté ou non côté, hein. Ouais, bien sûr. Et non, super intéressant. Et donc la transition vers AnyBlock, alors pourquoi changer Blockchain is Dev, AnyBlock? Parce que Blockchain is Dev, c'est quoi? C'était un peu plus, ça faisait plus prestataire techno. C'est quoi l'histoire? Ouais, c'est ça, ce Blockchain is Dev, il y a Dev, donc ça fait pas forcément, ça résonne pas forcément boîte tech, c'est plutôt boîte de développement, voilà. Donc le nom d'AnyBlock avait déjà été choisi voilà, pour notre technologie qu'on avait développée au sein de The Blockchain is Dev, et donc après, il était assez naturel quand on a décidé de faire all-in sur AnyBlock en tant qu'acteur technologique, voilà, de remplacer The Blockchain is Dev par AnyBlock. Et, Magnifique. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter, donc, AnyBlock aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? alors AnyBlock, on est un acteur 100% tech. Et notre objectif, notre vision, c'est de développer et de proposer une infrastructure Web3 as a service pour les entreprises, à commencer par un wallet qu'on a sorti tout début novembre, un wallet MPC, qui est pour moi qui est la pierre angulaire finalement Ouais, qu'est-ce que ça veut dire MPC, excuse-moi, pour... alors, ouais, excuse-moi, MPC Multi-Party Computation, donc c'est les algorithmes de cryptographie avancée qui vont permettre finalement de résoudre une problématique importante qui freine l'adoption massive du Web3 et particulièrement des wallets. C'est voilà, cette notion de clé privée. Finalement, quand on utilise un wallet comme MetaMask ou équivalent, bah, avec la sécurité de vos wallets est basée sur la clé privée ou la seed phrase, bah, ça c'est en même temps très bien d'un point de vue de la sécurité, qui est déporté sur l'utilisateur final. C'est très bien, mais ça pose une complexité pour voilà, gérer ça, de comprendre ce que c'est, de gérer, de le sécuriser. Et c'est évidemment un frein à l'adoption pour toutes les personnes qui sont voilà, qui sont novices, qui
Parce qu'on n'a pas envie de perdre nos clés, puis pas forcément comme tu l'as dit, hein, de... ça met un poids fou sur l'utilisateur final qui, en fait, n'a pas Exactement. l'habitude de faire ça, parce que aujourd'hui, Exactement. quand tu finalement t'as délégué toute cette responsabilité aux services tiers que tu utilises, que ça soit un Google, un Facebook ou ta banque, c'est eux qui gèrent cette sécurité. Aujourd'hui, c'est toi qui dois la gérer, enfin toi l'utilisateur Alors, final. exactement. Et effectivement, donc il y a ça, et puis après il y a les autres alternatives qui est, comme tu viens de le dire, la solution déléguée qui existait depuis, enfin, je sais les débuts, hein, donc le fait de ce qu'on appelle les solutions custodiales, où finalement c'est des entreprises qui vont faire de la conservation pour toi, en fait. Donc ça marche très bien quand on fait faire de l'investissement en crypto. Ça marche très bien parce que c'est tout à fait naturel de s'adresser à un acteur régulé, comme on s'adresse à une banque quand on veut faire de l'investissement. Par contre, si on veut utiliser un wallet ou des crypto-monnaies dans le cadre d'un cas d'usage plus retail ou qui n'est pas un cas d'usage financier, eh ben, c'est moins bien. Pourquoi c'est moins bien? Parce que finalement, le fait de s'appuyer sur une solution qui fait de la conservation des actifs pour toi, finalement, pour l'utilisateur final, ça ne change pas sa vie. Par contre, ça pose des vraies responsabilités sur l'entreprise en tant que telle, qui va se retrouver réglementée de la même manière qu'un acteur financier. Donc, un acteur financier, tu as parlé d'Odo, je pense qu'il c'est pas un sujet pour une société comme Odo, qui est un acteur financier, mais pour un acteur non financier, donc beaucoup d'entreprises, c'est un vrai problème. Ils veulent éviter ça. Donc, ils se retrouvent dans le dilemme de comme moi, j'ai envie de pouvoir intégrer des wallets dans mes applications clients parce que je comprends un certain nombre de bénéfices que ça peut apporter. Par contre, j'ai pas envie d'avoir le poids de la responsabilité, de la réglementation, voilà, sur moi et de tout ce que ça implique en termes de coûts, etc. Et donc c'est là que nous on a des technologies comme la nôtre, jouent leur rôle et apportent de la valeur, c'est que ça permet de résoudre ces problématiques-là. C'est-à-dire qu'on va être capable d'apporter une solution de wallet qui respecte finalement les principes de base du Web3 et ce que fait MetaMask, c'est-à-dire mon wallet, mes assets, comme on dit. Et donc on est dans une logique de self-custody. Par contre, ça évite du coup l'entreprise de demander un agrément. Et ça permet également d'intégrer ça techniquement dans une application client. Voilà. Parce que ce qu'on n'a pas dit, ce que j'ai pas dit, c'est que pour moi, c'est inenvisageable qu'une entreprise bien connue, Capignon sur rue, demain pour permettre à ses clients finaux d'utiliser des wallets, elle se dise ok, je vais intégrer MetaMask, voilà, à Ou mon forcer le application. téléchargement de MetaMask ou d'un autre wallet. Voilà. Donc moi, Voilà. alors c'est plus de conviction, c'est de la conviction personnelle. Moi, Non, mais c'est l'adoption un frein à l'adoption, parce voilà, que si ça, on tu n'a veux pas l'adoption. onboarder ton client sur n'importe quel service, t'es dépendant d'un service tiers qui est MetaMask, etc. Et puis s'ils veulent pas, t'as perdu ton Ouais, potentiel user. et puis pour moi, le principal frein, c'est l'adoption, on va dire, c'est le facteur humain. Et le commun des mortels de la population française, la plupart des gens, ils vont être extrêmement réfractaires à utiliser MetaMask, en fait. Ils vont pas comprendre, ça va leur poser beaucoup de soucis, voilà, c'est déjà pas Oui, forcément puis les il y a choses une les plus forte simples. habitude aussi peut-être à rentrer son email mot de passe et voilà. Exactement, donc, exactement. Donc c'est ça. Donc il faut partir. L'humain, c'est la dernière chose qu'on disrupte. Donc, il faut partir de l'humain et proposer une solution qui lui apporte de la valeur, mais pas lui demander de changer ses habitudes, en fait, hein. Donc pour toi, en fait, Donc, ce NPC, ça permet en fait de prendre une expérience qui est très Web3 avec tous les niveaux de sécurité qu'on peut avoir dans le Web3, mais avec une expérience utilisateur très proche de ce qu'on a dans le Web 2, donc on va dire le web où on se connecte avec son email mot de passe et qu'on crée son compte évidemment comme ça. absolument, absolument. Pour moi, la meilleure solution pour respecter l'expérience utilisateur, la réglementation et la sécurité. Il n'y a pas de meilleure solution aujourd'hui qui répond au mieux à ces trois critères, qui sont pour moi les trois principaux critères pour l'adoption massive du Web3. Ok, donc là, on a fait un petit détour par le MPC, donc du coup, tu as développé ce wallet as a service. Donc, raconte-nous un petit peu la vision derrière tout ça, les clients que tu peux avoir aujourd'hui et qu'est-ce que tu apportes par rapport à l'offre existante aussi, peut-être tes concurrents, etc. Ouais, donc la vision dont on a un peu parlé, c'était vraiment d'être un acteur tech un acteur technologique qui va favoriser d'un point de vue technologique l'adoption massive du Web3. Donc après, on n'est pas il y a aussi d'autres choses évidemment qu'il faudra traiter. C'est aussi les
les bénéfices d'un point de vue use case, business, mais en fait, déjà, on va résoudre. Notre objectif, c'est de résoudre toutes les problématiques techniques, les freins à l'adoption d'un point de vue technique, avec cette infrastructure qui va permettre le plus simplement possible d'accéder à toutes les composantes de base du Web3, les wallets, mais aussi d'être capable de minter, donc de créer des tokens, toute forme de tokens, être capable de les distribuer, donc être capable de vraiment d'intégrer le Web3 dans un parcours client existant pour éviter, pour encore une marque, de créer un site dédié Web3 comme elles l'ont fait finalement l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment notre principal objectif. Après, la façon dont se différencier, nous, on utilise les dernières technologies MPC, donc on est sur vraiment les technologies les plus sécurisées. Donc par rapport à un certain nombre de concurrents, on adopte vraiment les meilleurs standards de sécurité. Et c'est vraiment Wallet demain, c'est ce que tout le monde utilisera, et toute la valeur d'un utilisateur va migrer progressivement sur le wallet. Pas forcément ses crypto-monnaies. Hein. Je parle de ses données personnelles. Voilà, tous ces assets en général, voilà, qui pourront être des assets. On parlait de digital passport product, qui pourront être des produits qu'on achète sur une marketplace, c'est un asset. Tout ça va migrer sur des wallets. Donc demain, le wallet ne pose pas la question aujourd'hui de savoir si on a du cloud derrière une application web. Demain, on se posera pas la question de savoir si on a un wallet. On en aura. Les gens ne se rendront même pas compte. Et grâce à la technologie comme la nôtre. Et donc bien évidemment, ça pose tout de suite un enjeu de sécurité très fort, parce qu'on aura toutes les données qui ont très forte valeur business vont être toutes demain sur le wallet. Et donc c'est avant tout une solution de sécurité qu'on développe. Donc nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur une solution qui apporte le plus haut niveau de sécurité par rapport à nos concurrents, tout en, et ça c'est important, tout en combinant ça avec une intégration la plus simple possible. Donc nous, on est la seule technologie Wallet as a Service aujourd'hui du marché qui s'intègre uniquement sur le front de l'application, sur l'application client. Donc, on ne touche pas le back-end ou le back-office, comme on l'a. Et ça, c'est important parce que d'une part, c'est mieux d'un point de vue sécurité, et d'autre part, particulièrement quand on adresse à des acteurs industriels, etc., c'est plus simple parce qu'on leur dit l'application web que tu vas développer, nous, tu as juste intégré notre SDK sur ton front-end, on touche pas le back-end. Voilà. Moi qui ai travaillé 10 ans dans l'industrie, je peux te dire que dès qu'on a besoin de faire un projet d'intégration où on va toucher le back-end, c'est compliqué. C'est compliqué, pas forcément en termes d'argent, hein, c'est compliqué parce que tout de suite il faut aller voir l'IT, tout ça. Donc voilà. Donc nous, on va faciliter en fait l'intégration parce que on va résoudre aussi ces problèmes-là. Non, magnifique. Et donc du coup, tu viens de lancer ça Absolument. début novembre. Je crois t'as peut-être quelques concurrents. Finalement, vous êtes assez peu à se lancer là-dessus. Je crois que tes concurrents sont des concurrents qui sont des gros concurrents. Bon, on parlait de Coinbase tout à l'heure, mais je crois qu'ils ont sorti aussi une offre qui est assez similaire à la vôtre. C'est quand même, si tu veux, qu'est-ce qui fait, à ton avis, que finalement cette offre qui paraît assez, une brique ultra importante pour l'adoption de finalement du Web3, des wallets, etc., que de faire disparaître en fait la complexité technique, l'abstraire pour l'utilisateur final. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui finalement que cette technologie n'arrive à maturité qu'aujourd'hui et que finalement vous êtes si peu à pouvoir la proposer? Alors, je pense que la technologie, elle était déjà, tout ce qui est MPC, ça existe depuis plusieurs années. Donc après, ça a été intégré de manière jusqu'à présent de manière différente parce que en fait, les technologies elles suivent le marché en fait. Hein, donc le marché massif, il a toujours été jusqu'à présent sur les cryptos, et donc les technologies type MPC, elles ont d'abord été utilisées pour développer des solutions de custody dans un contexte financier, mais pas dans une logique as a service, pas forcément dans une logique self-custody, comme j'en ai parlé. Pourquoi? Parce que le service financier, eux, ils ont aucun sujet à être custodial. D'accord? Et donc, les déploiements techniques, ils sont faits de manière différente. Mais en fait, la technologie en tant que telle de l'MPC existait déjà depuis plusieurs années. Et c'est quand finalement le marché a commencé à progressivement migrer vers les secteurs plus du retail, qu'on commençait à émerger des solutions de wallet qui permettaient de favoriser l'adoption. Donc c'est pour ça que ça a donné naissance à des acteurs comme nous et d'autres, nos concurrents, qui sont encore peu nombreux aussi parce que aujourd'hui on n'a pas encore d'un point de vue business, une adoption massive en fait. Hein. Donc on est en train de construire toutes les briques qui vont favoriser l'adoption massive. Donc c'est des choses qui vont venir, qui sont en train de venir. L'année 2023 et le bear market mettent un petit peu
freine un petit peu cette adoption. Et puis aussi tout ce qui est IA génératif, toute l'effervescence autour générative aussi fait que les donneurs, les décideurs ils sont plutôt aujourd'hui une attention très forte sur ces sujets-là plutôt que sur le Web3, mais j'ai pas de doute que ça va revenir. Donc, donc voilà, c'est ça qui explique qu'il y a encore peu d'acteurs aujourd'hui, mais en fait, c'est aussi pour nous, c'est aussi une belle opportunité parce que quand on comprend le potentiel et on comprend que demain, c'est pas dans 20 ans, mais dans 5 ans, il y aura des wallets partout. Comme on a du cloud partout, on comprend le potentiel business. Hein, donc des acteurs de wallet, il y en aura beaucoup, il y en aura beaucoup plus qu'il y en a aujourd'hui, et donc je pense qu'il y a une vraie opportunité pour des acteurs comme nous à être présents dès maintenant et avoir une solution qui est en production, qui est certifiée, qui est auditée, qui est prête à scaler dès lors que le business va scaler, quoi. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, votre clientèle, elle est principalement française, elle est européenne, elle est mondiale. C'est mondial. Alors, on vient de lancer en novembre. Donc, non, je vais pas te dire que notre clientèle aujourd'hui est massive, mais ce que je peux te dire, c'est que on avait lancé la version bêta de notre produit en juin. On a eu du coup un certain nombre de bêta-testeurs qui nous ont rejoints, une dizaine. Donc, parmi eux, des acteurs français, internationaux, des PME, des grands comptes. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est mondial. Voilà, nous qui bénéficie d'une boîte SaaS, hein, c'est pas parce qu'on est en France qu'on va vendre qu'en français. Voilà, on peut vendre à tout le monde de France parce que c'est quelque chose, il suffit d'aller sur notre site web, de prendre un abonnement et ça marche. Donc, et puis comme tu l'as dit, il y a pas beaucoup d'acteurs dans le monde. Donc finalement, ceux qui font le travail de regarder quels sont les acteurs, voilà, tel service, etc. Ils vont pas trouver beaucoup d'acteurs et donc voilà, parmi eux, il y a certains vont nous choisir par rapport à d'autres. Donc, donc voilà. C'est ça Oui, qui parce fait que qu'aujourd'hui, c'est vous êtes aujourd'hui le un marché. seul, vous êtes aujourd'hui le seul qui est vraiment focalisé que là-dessus. Si on prend l'exemple de votre concurrent dont j'ai parlé tout à l'heure, ils font beaucoup d'autres choses. Et il y a peut-être aussi des biais que vous n'avez pas. Vous êtes focalisé uniquement là-dessus aujourd'hui. Alors on est focalisé que là-dessus. On est focalisé que sur la partie infrastructure as a service. C'est-à-dire qu'on a un wallet aujourd'hui, on va développer d'autres choses. D'ailleurs, on l'a aussi bien exprimé sur notre site. Hein. Donc on est en train de développer d'autres rubriques. Mais ça commence par le wallet, qui est le cœur du moteur de notre infrastructure et des infrastructures demain de Web3. Mais on va développer d'autres briques, toujours dans le sens d'apporter un maximum de fonctionnalités à nos clients d'entreprise pour leur permettre d'intégrer Web3. Comme notamment on n'en a pas parlé, comme le paiement, être capable de payer le plus simplement possible à l'aide d'un wallet. Bien sûr. Est-ce que tu sens aujourd'hui, parce que tu as quand même la chance de finalement être dans ce secteur entreprise blockchain depuis longtemps, 2018, c'est peut-être il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même. Est-ce que tu sens que le niveau de maturité chez les clients, au-delà de l'intérêt que tu pouvais avoir, on va dire intellectuel en 2017-2018, aujourd'hui le niveau de maturité qui soit tant, on va dire, chez les décideurs ou même dans les IT de tes clients a vraiment augmenté sur le sujet? Oui, oui, heureusement. Enfin oui et non. Il y a moins enfin, on va dire un certain nombre de sujets restent d'actualité, mais par contre sur la partie compréhension de ce que c'est que la technologie blockchain, peut-être les craintes ou les peurs irrationnelles qu'il peut y avoir à un moment donné, on l'a beaucoup moins en fait. Donc on a parlé tout à l'heure de blockchain privé, de blockchain public. Voilà, ces sujets-là, on les a beaucoup moins parce qu'en fait tout ce qui est apparu autour de toute l'effervescence qui est autour des NFT, ça a permis aussi de manière un peu indirecte de démocratiser les NFT, donc les blockchains publiques. Après, quand je disais non, c'est parce que jusqu'à présent, on peut pas vraiment dire, sauf sur des secteurs très particuliers, peut-être très particuliers, mais comme le gaming, mais on peut pas vraiment dire que on ait pu démontrer des ROI, voilà, hyper clairs pour l'ensemble des décideurs. Donc il y a encore ce travail à faire d'un point de vue conseil, évidemment capable de démontrer de manière beaucoup plus simple finalement les use cases qui vont attester d'un retour sur investissement très important et significatif voilà, du Web3 par rapport à d'autres technologies. Euh, Oui, après, il y a aussi, j'imagine, des nouvelles manières des nouveaux business models à construire. Enfin, tu parlais Tout à du fait. gaming il y a 2 secondes, mais c'est vrai que l'impact dans le gaming et surtout pour les utilisateurs finaux de se dire, en fait,
finalement les assets qu'on a dans les jeux, ils peuvent vraiment nous appartenir. On peut du coup développer un marché secondaire de tous ces actifs-là complètement virtuels. Ça, c'est des choses qui n'étaient pas possibles sans la technologie blockchain. Donc là, il y a quand Tout même à des fait. Mais nouveaux après, pans de business qui s'ouvrent. ouais, mais ça, c'est en fait, c'est tout à fait. Mais ça, en fait, comment dire, je pense que il se passera aussi un peu ça à côté IA, c'est qu'à un moment donné, bah, on va se poser la question à la fin des courses, ok, mais combien ça fait gagner d'argent, combien ça n'aura, combien ou combien ça, comment ça, de quelle mesure ça réduit les coûts. En fait, c'est ce qui s'est passé à la fin de 2022, c'est qu'ok, tout le monde a vu plein de trucs super avec des bénéfices théoriques hyper intéressants. Mais en fait, la résultat des comptes, c'est que ça faisait pas forcément gagner beaucoup d'argent. Alors, une des raisons à ça, c'est que précisément pour des raisons de barrières technologiques, ce qu'ils faisaient s'adressait essentiellement à des gens qui étaient adeptes de la crypto pour des sujets de wallet dont on a parlé, mais pas que. Donc en fait, aujourd'hui, bah, tu rediscutes avec tous ces acteurs-là qui ont expérimenté les NFT, et ils te disent ouais c'est super, j'ai appris plein de choses, mais par contre j'ai pas encore trouvé vraiment use case qui va me permettre de résoudre des vrais problèmes qui vont me faire gagner de l'argent, soit créer de manière très concrète des nouvelles sources de revenus, ou soit économiser de l'argent. Voilà. En fait, c'est ce travail-là maintenant qu'on doit faire au niveau de l'écosystème, c'est être capable de montrer. Moi, je dis pas ça pour dire qu'il n'y a pas de, évidemment, je suis intimement convaincu qu'on va être capable de montrer ça, mais ça prend du temps. En fait, ça prend du temps parce que c'est pas aussi simple entre guillemets que l'IA. L'IA, technologiquement, c'est vraiment extrêmement compliqué, mais c'est très simple à comprendre, en fait, à comprendre dans quelle mesure on peut gagner de l'argent en mettant un peu d'IA générative sur tel ou tel use case. Ouais, Pour le bien Web sûr, 3, mais pour le Web 3, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut vendre l'aspect communautaire, il faut vendre le fait qu'on puisse créer des marchés secondaires, par exemple, en vendant des produits sous forme des NFT, des services. Enfin, c'est pas forcément des choses qui sont tout de suite hyper simple à appréhender, évidemment, mais c'est des choses qui vont prendre du temps, mais ça va se faire, ça, j'ai pas de doute là-dessus, mais ça va prendre un petit peu oui, plus de temps. c'est des vrais cycles d'adoption. Et on voit que quand même les institutionnels se pressent aujourd'hui, hein. On a quand même, au-delà des news des ETF Bitcoin, on voit quand même aussi beaucoup d'initiatives, en tout cas dans le secteur financier, de banques qui aujourd'hui, justement, cherchent à tokeniser des actifs, cherchent à utiliser cette technologie blockchain en tant qu'infrastructure d'échange, soit en interne au sein de toutes les différentes sociétés qu'ils peuvent avoir, soit en communication avec les autres institutions financières. Donc il va y avoir une vraie révolution copernicienne là-dedans, parce que c'est finalement un vieux rêve de l'IT de se dire on a une plateforme IT commune avec une unicité de la data pour tout le monde. Ça va vraiment tout chambouler, mais évidemment qu'on voit le poids des legacy, les montants astronomiques qui sont investis et le besoin de sécurité. T'en as beaucoup parlé, mais c'est vrai que en tout cas, les institutions financières, ce qu'on achète finalement, c'est la sécurité de l'exécution et la sécurité de la conservation. Il y a des enjeux qui sont absolument monstrueux pour ces gens-là, donc c'est normal que ça prenne du temps. J'imagine que ça doit être aussi peut-être frustrant de temps en temps pour des acteurs comme toi qui ont pris parti justement de proposer cette infrastructure as a service, d'être finalement tributaire du temps d'adoption, mais voilà, aujourd'hui vous êtes idéalement placé pour pouvoir justement, vous avez le track record, les outils, et j'imagine que vous allez en avoir beaucoup d'autres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur les futurs produits que vous avez en tête ou pas du tout? Alors, si on en a, nous, enfin, on va continuer finalement à développer, à enrichir notre infrastructure Uniblock. Donc aujourd'hui, on a le wallet, comme je le disais, et puis demain, notre objectif, c'est d'avoir vraiment ce qu'on appelle, comme on dit en anglais, one-stop shop. Hein, voilà, au sein de notre infrastructure, finalement, trouver tout ce qu'une entreprise aura besoin d'avoir pour mettre en œuvre et maintenir une application Web3. Voilà, donc ça commence par le wallet, mais on va travailler sur le paiement, on va intégrer la partie création de tokens, toute forme de tokens. On va aussi migrer. On a évoqué tout à l'heure qu'on a une plateforme de tokenisation d'actifs financiers. On va évidemment Ouais. conjuguer les deux. Donc ça fait partie d'un de nos gros chantiers stratégiques, c'est de conjuguer évidemment ce qu'on a fait sur la partie wallet avec la partie tokenisation d'actifs financiers au sein d'une seule et même infrastructure. Voilà. Donc, tous ces sujets-là, voilà, seront dans les cartons. Et puis bien évidemment, on a toujours beaucoup de choses à faire sur le wallet en tant que tel, notamment pour valoriser des technologies comme ce qu'on appelle les smart wallets.
qu'on a déjà intégré en version bêta et qu'on va ensuite valoriser davantage dans les mois qui viennent, pour intégrer des technologies type passkey, voilà, qui vont permettre. Voilà, l'idée c'est vraiment de conjuguer le meilleur de cette technologie-là pour avoir un wallet toujours plus permettre de créer un wallet toujours le plus sécurisé possible et de développer l'usage, parce que l'intérêt aussi de Smart Wallet, le Smart Wallet c'est un bon exemple, c'est quelque chose qui va nous permettre d'apporter une couche de sécurité plus encore supérieure et favoriser l'usage avec capacité finalement de permettre à une entreprise de gérer les gaz pour le compte de ses utilisateurs grâce à un Smart Wallet par exemple. Donc faire faire ce qu'on appelle du social recovery basé sur des smart wallets. Ça, c'est des choses intéressantes parce que je pose toujours le sujet de la sécurité et autour de la sécurité du recovery sont extrêmement importants en fait pour gérer. Donc c'est bien d'avoir un wallet qui fonctionne, mais finalement l'enjeu le plus difficile c'est l'aspect sécurité à tout point de vue. Donc et notamment le recovery, le disaster recovery, enfin tous ces sujets-là. En fait, c'est ça qui va nous et là-dessus il y a bien évidemment encore beaucoup de travail, mais c'est ça qui va nous permettre d'être rester demain l'acteur de référence d'un point de vue de la sécurité pour l'intégration des wallets dans les applications clients. Parce que pas de wallet, pas de Web3. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est la grande porte d'entrée, et qui permet de tous les super bénéfices de la blockchain, mais pas de wallet, pas de Web3. Charles, merci beaucoup, c'était super intéressant. Est-ce que pour conclure, est-ce que tu aurais peut-être des lectures, des podcasts, des blogs peut-être à conseiller à nos auditeurs? Alors je conseille le podcast de mon cher ami Alexis From the Block, et le podcast de référence qui a le vent en poupe en ce moment. Donc non, je suis pas le plus adepte du podcast, mais voilà. Donc je suis ravi de pouvoir recommander ton podcast. J'ai eu l'occasion d'en écouter un certain nombre, et voilà, dire que tu te très fort pour cet exercice-là. Donc bravo et bonne continuation. Ok, bah écoute Charles, on se reparlera peut-être dans 1 an ou 2, on sera plus en bear market, je l'espère, on sera en plein boule, il y aura une adoption massive. Moi je serai plus là. non, mais je pense que voilà, on voit bien. D'ailleurs, c'est drôle on t'a dit tout à l'heure 2023 le bear market, mais il faut quand même pas oublier que Bitcoin a fait plus que x2 en 2023, donc c'était quand même un bear market positif. Oui, c'était plutôt un build market, comme le disent beaucoup, mais voilà, on voit bien que typiquement Anyblock a quand même construit pendant ce bear market et aujourd'hui dans les starting blocks pour pouvoir accompagner tous les gens qui vont vouloir participer à cette nouvelle évolution du web. Donc bravo en tout cas pour ce lancement de produit et je serais ravi de te recevoir dans 1 an ou 2 quand tu auras 15 nouveaux produits ou services qui seront disponibles, des clients partout dans le monde et que tu viendras nous raconter cette fabuleuse histoire. Merci Charles. Avec grand plaisir Alexis. Merci même pour l'invitation. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de From the Block. Comme je suis sûr que vous avez adoré cet échange autant que moi, je vous invite à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, collègues et tous ceux qui s'intéressent au Web3. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à faire connaître les voix influentes de l'industrie. Restez connectés, car de nombreux épisodes passionnants sont à venir. Merci d'avoir écouté From the Block.